Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Voilà. Voilà. Connectez-vous. On va vous expliquer les vraies causes du coup d'État au Mali. C'est important. C'est important, c'est important, c'est important. On va vous expliquer parce que beaucoup ne savent pas. Et puis ils sont là à critiquer l'armée malienne. L'armée malienne a totalement raison. Et c'est sans dit une vraie armée. C'est sans dit une vraie armée. Charlie Parker, mon frère, j'espère que tu vas très bien. Big up à toi, mon frère, depuis ta position. C'est important. Gandao Mustafa Ier, Ahmed Diaby. Il dit mon visage est bizarre. Ah, mon visage est comment? Abogaï, gros grain, tu ne vois. Tes yeux sont fermés peut-être. Il faut les ouvrir. Je suis le grand Abogaïs au gros grain. L'homme de la situation. L'homme qui contrôle tous les dossiers. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modern, appelez-moi Boumboum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Desaoula, Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour expliquer aux gens ce qui se passe au Mali parce que des gens ne savent pas, ils ne connaissent même pas les dossiers et ils critiquent un bon matin. Non, l'armée malienne aime trop les coups d'État, l'armée malienne aime trop les coups d'État. C'est ça, on dit une vraie armée. C'est une armée patriotique. C'est une armée qui ne coopère pas avec des marionnettes qui sont au pouvoir. Comme les Draman Ouattara là, l'armée malienne là ne dort pas dans mauvais rêves. C'est l'armée malienne n'aime pas histoire de cauchemar. Une fois que tu es au pouvoir et que tu délaisses le peuple, tu fous la merde, mais elle te redresse comme il se doit. Donc, beaucoup ne savent pas ce qui se passe au Mali. Je vais vous expliquer parce que je suis le propriétaire de tous les dossiers. Alors, Ibeka était président. Je dis Ibeka était président. D'ailleurs, avant Ibeka, c'était Amadou Toumanou Touré, appelé ATT. C'est lui qui était là. Et cette histoire de rébellion est née. Parce que c'est la France qui a déclenché cette histoire de rébellion. Après avoir foutu la merde en Libye, tous ces rebelles français se sont déportés dans le Sahel. Et précisément, ils se sont retrouvés sur le territoire malien. Donc, ils ont décidé de créer un État dans un autre État. Donc, le projet de la France, c'était de diviser le Mali en deux parties et de créer deux républiques. Une république contrôlée par le gouvernement malien et une autre république contrôlée par les rebelles, qui sont les associés de la France. Il faudrait que ça soit clair. Et donc, suite à ça, Amadou Toumanou Touré a perdu son pouvoir. C'est dans ça Ibeka l'a remplacé. Donc Ibeka pilotait les choses. Mais ce Ibeka là, apparemment, c'est un petit idiot. Sinon que c'est un vieux idiot, il ne connaît rien. Ou bien c'est un vendu. Voici quelqu'un, à ses yeux, la France a fait n'importe quoi et n'importe comment, mais il signe quand même. On lui envoie tous les dossiers et ici, vous savez, il y a un accord qui a été signé à Ouagadougou. Cette histoire de Ouagadougou là, ça crée beaucoup. Côte d'Ivoire, accord de Ouaga. Mali encore, accord de Ouaga. Ah! Quiconque signe des accords à Ouaga, c'est problème. Les accords qui ont été signés à Ouaga là, poussaient le Mali à créer deux États. Ces accords disaient quoi?
il fallait laisser les rebelles contrôler le nord du Mali et pacifier le pays, c'est-à-dire négocier avec eux pour que le gouvernement malien puisse s'attendre avec eux. Et donc, tout ce qu'ils allaient, toutes sortes de richesses que les rebelles allaient avoir au Mali, ils allaient partager ça avec le gouvernement national malien, c'est-à-dire le gouvernement malien allait prendre 20% et les rebelles allaient prendre 80% pour apaiser leur cœur, pour ne pas qu'il y ait encore la guerre. Mais ce projet-là, c'est la France qui a mis ça sur pied. Donc, de façon indirecte, la France faisait comprendre aux Maliens qu'au nord, là, vous n'avez pas le droit de contrôler là-bas. Laissez les rebelles contrôler là-bas. Parce que cet accord-là va permettre à ces rebelles-là de profiter de la richesse de la terre. Mais, en même temps, ces mêmes rebelles-là vont donner 20% au gouvernement malien. Et eux, les rebelles, ils vont prendre 80%. Donc, le président Ibeka, il avait signé. Il venait de livrer le Mali sur la table d'or à la France. Et ces accords ont été signés. Ce qui a permis à la France d'empêcher le gouvernement malien de contrôler au nord du Mali. Donc, la France a créé des bases militaires au nord là-bas. Et les militaires maliens n'avaient plus le droit d'y arriver là-bas. Et ce sont les soldats français qui étaient là-bas avec des rebelles. Eux, ils disaient que non, ils luttaient contre la rébellion. Ils luttaient contre des rebelles. Ils luttaient contre des terroristes. Mais en réalité, ils ne luttaient pas contre eux. Pendant qu'ils étaient là-bas, là où ils ont placé leur base, ils ont placé leur base sur des mines d'or. Et donc, ils profitaient pour creuser l'or et envoyer ça à Paris. Quand ils gagnent beaucoup d'or, maintenant pour transporter ça, c'est un peu compliqué. Ils laissent quelques rebelles pour faire sauter quelques soldats maliens. Et ils font de la propagande. Ah, il y a eu 5 soldats qui sont morts. Oh, pourtant, c'est un seul soldat. Ils font 5 cercueils. Ils disent non, ils envoient ça en France. Les autres 4 cercueils-là, c'est rempli d'or. Il y a un seul cercueil qui porte un corps. Mais là, les autres 4 là, c'est or seulement qui est rempli. Le gouvernement malien n'exige pas le contrôle pour pouvoir vérifier ce qui se trouve dans ces cercueils. Non. Et c'est-à-dire l'avion qui transportait ces corps-là, ce n'était pas dans les aéroports maliens. Parce que la France a un avion cargo, un avion militaire qui pouvait atterrir dans le désert. Donc depuis l'endroit où ils contrôlaient l'avion atterrissait là-bas, ils mettaient les cercueils, soi-disant, des cadavres, et puis direction Paris. Donc le gouvernement ne contrôlait rien. Le gouvernement ne contrôlait rien. Et la partie où le gouvernement contrôle encore, la France a sonné là-dedans. Les petites richesses, la France prenait ça encore. Donc le peuple malien s'est fâché pour dire, mais on ne mange pas, ça ne va pas. Les terroristes qui sont là au Mali, la France dit qu'elle est venue les combattre. Opération Barkhane, G5 Sahel, avec toute cette coalition européenne, les terroristes sont des gens qui portent des tapettes avec des petites calaches. La France et sa technologie ne parviennent toujours pas à bouter ces gens-là de leur cachette. Avec tous les radars et les satellites qu'ils ont, les Maliens ont compris que non, c'était un petit jeu, c'était du mensonge. Parce que la France utilise les arguments de la présence des terroristes pour pouvoir demeurer sur le territoire malien. Parce que s'il n'y a plus de terroristes, cela ne va plus permettre à la France de rester au Mali. C'est-à-dire que tu dis que tu es venu combattre quelqu'un. On dit, bon, ce dernier-là, il est mort, il n'existe plus. Quel argument encore tu peux utiliser pour rester là-bas? Donc la France, en réalité, n'est pas là pour combattre ces gens-là. En réalité, la France a les finances pour qu'ils multiplient les attaques, pour que, en retour, la France trouve des arguments pour dire, mais vous voyez, la situation n'est pas encore stable. Il nous faut encore du renfort pour pouvoir stabiliser le pays. Et donc, la France a fait du lobbying auprès des différents pays européens pour dire, venez, parce que le désert est riche. Le Sahara regorge de beaucoup de trucs, de richesses. Donc, venez, vous allez nous aider. En retour, on va partager les richesses du Sahara.
Donc, les soldats africains qui savent combattre, comme Alassane Ouattara, ce président ignorant qui prend les Ivoiriens pour les amener au Mali, on les tue là-bas en réalité, et en retour, la Côte d'Ivoire n'a rien. Alassane Ouattara, il s'en va faire le boulot pour la France, et en retour, la Côte d'Ivoire n'a rien. Et la France contrôle toutes les richesses du Mali. Et Ouattara dit non, nos soldats sont dans l'ONU, ils savent combattre le terrorisme. Du mensonge. Quel terrorisme? Ils s'en vont aider les Français à piller le Mali pour enrichir la France. Parce que la France ne veut pas être au premier rang. Donc ce sont les Ivoiriens cobayes là qui s'en vont combattre, soi-disant les manipulés de la France, c'est-à-dire la France on les met en confrontation et elle est là, elle assiste, elle arme ceux-là, et puis les deux s'affrontent et puis elle est là, elle assiste pour toujours utiliser l'argument de la présence des rebelles ou des terroristes pour pouvoir demeurer dans le Sahara et contrôler le Sahara pour mieux piller les richesses du Sahara. Voilà ce qui a poussé les militaires, parce que quand le peuple malien est sorti, le peuple n'était plus d'accord. Le peuple a vu que Ibeka est très faible. Et s'il laisse Ibeka sur sa place là, ça ne va pas aller pour le Mali. La France va dépiécer le Mali. Voilà pourquoi le militaire, le patron de la junte militaire appelé Goïta, je ne sais pas si je prononce bien son nom, il a pris le devant des choses. Il dit Ibeka va dans le camp militaire, signe, et puis il faut lui le communiquer de ta démission. Chose qui a été faite. La France se voyait déjà malmenée. Donc elle a fait quoi? Elle a utilisé Alassane Ouattara, elle a utilisé Goodluck Jonathan, et elle a utilisé la CEDEAO pour pouvoir mettre la pression sur la junte militaire au Mali, afin que le Mali n'échappe point à la France. Parce que la France a peur du scénario centrafricain. Souvenez-vous que le problème de la Centrafrique, ce n'est pas aujourd'hui que ça demeure, c'est depuis au temps de Bokassa, même avant Bokassa. Il n'y avait jamais de paix en Centrafrique. Or, c'est la France qui a colonisé la Centrafrique. La France a eu une base militaire en Centrafrique. C'est la France qui contrôle l'aéroport international de Bangui, c'est-à-dire la capitale de la Centrafrique, on appelle ça Bangui. C'est la France qui contrôle ça. Mais la France était incapable de combattre les groupes terroristes. Et ces gens-là, depuis 1960, ils ne font que faire des coups d'État, des rébellions. Et la France est là en train d'assister. Et jusqu'à la France a créé une guerre civile entre les Balaka et anti-Balaka. C'est-à-dire, les Balaka et anti-Balaka, c'est musulmans contre chrétiens. La France a créé ça, ce que la France avait créé au Rwanda là. C'est ce qu'elle a créé en Centrafrique. Dieu merci que ça n'a pas pris de l'ampleur. Et elle est là en train d'assister. Et les musulmans et les chrétiens s'entretuaient. La France faisait ça pour ne pas qu'il y ait un gouvernement. Parce que s'il y a un gouvernement, ce gouvernement-là va contrôler les mines d'or de la Centrafrique. Donc la France faisait ça pour que le pays soit vraiment hors d'état de nuit. Pour que les différents groupes qui règnent en Centrafrique chacun puisse creuser son or, son diamant et tout pour aller vendre ça à la France, qui elle à son tour paye ça à des prix dérisoires. On peut dire bon, 1 kilo d'or, la France dit 1 kilo d'or, mais écoute, c'est 20 euros. Mais le Centrafricain qui ne travaille pas, le villageois, il a besoin d'argent pour manger, il donne les 1 kilo d'or là. On lui donne 20 euros et puis la France prend ça. Or, s'il y avait un gouvernement qui connaît le prix d'or, ne pouvait jamais accepter que la France paye 1 kilo d'or à 20 euros. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là. La France n'a jamais stabilisé la Centrafrique. Voilà comment Faustin Archange, c'est-à-dire le président actuel centrafricain, est venu. Il a dit, bon, écoutez, ce jeu-là, ça a trop duré. À un moment donné, on va laisser un peu la France de côté pour chercher d'autres partenaires. Parce que tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de développement.
C'est comme ça qu'il s'est tourné vers la Russie. Et la France s'est fâchée. Pourquoi le nouveau président n'est pas une marionnette française et se tourne vers Moscou? C'est inadmissible aux yeux de Paris. Voilà pourquoi le mercenaire qu'ils ont attrapé là-bas, il préparait un assassinat ciblé. Parce qu'il était logé à une courte distance de la résidence privée du président de la République. Et donc, il avait des armes, des snipers. C'était pour mettre une balle dans la tête du président, pour semer le chaos. Mais une fois que le président n'est plus là, mais la Russie n'a plus le droit de se maintenir là-bas. Et donc, la Russie allait plier bagage et la France allait trouver encore une marionnette pour le positionner au sommet de l'État centrafricain pour que ce dernier-là puisse demander aux Russes de plier bagage et de partir à Moscou et que ces nouveaux partenaires, c'est encore pareil. Chose qui a été mise hors d'état de nuit, donc leur plan a échoué. Alors, donc, le scénario centrafricain, la France voit ça arriver sur le territoire malien. Parce que la France constate que le peuple malien réclame de jour en jour la présence de Moscou. C'est ça qui fait peur à la France. Parce que, dites-vous que depuis que Moscou s'est présenté sur le territoire centrafricain, le pays est en train d'être libéré. Parce que eux, ils ne rigolent pas, les petits bandits là. Ils les matent. Même eux-mêmes, ils s'en vont au front pour le combattre. Ils mettent même leur main dans le charbon. Ils s'en vont sur le front avec les soldats centrafricains formés par Moscou. Ils s'en vont eux-mêmes pour le combattre. Donc, eux-mêmes, ils prennent aussi les balles. Ils meurent aussi sur le terrain. Parce qu'ils ont décidé de libérer la Centrafrique. Et Moscou a dit, mais lui, il ne comprend pas. Comment se fait-il qu'avec la puissance militaire que la France a, ces rebelles, ces terroristes demeurent toujours un truc au Mali? Et que Moscou pense que la France ne combat pas réellement les terroristes. Donc c'est clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est la Russie là, elle va combattre ces terroristes là, que ce soit dans les montagnes. Elle va les poursuivre là-bas pour les mater. Sachez bel et bien que quand on dit en matière de terroristes, Moscou, autour de Moscou là, il y a assez de terroristes. Eux là, ceux du Mali là, ce n'est rien. Parce que dans le Caucase, où il y a les Tchétchènes, où il y avait les Ben Laden, où il y avait les Afghans, les barbus, les terroristes les plus mauvais de la terre, ils étaient là-bas. Les Russes ont réussi à les mater comme il se devait. En Libye, là, je dis en Libye, en Syrie, là, quand on dit Al-Qaïda, là, les Russes ont réussi à les mater sur le front parce qu'ils étaient là-bas. Donc, ils savent comment on mate un terroriste. Ils savent comment on combat ces gens-là. Donc, ce n'est pas la Zawad du Mali, des petits terroristes qui sont dans des tapettes, que la Russie ne peut pas mater. C'est la France qui joue. Parce que la France n'a jamais combattu les vrais terroristes. Qui est en France qui perturbe la sécurité française? Non. Ceux qui aident les Français, ce sont les Américains. Mais c'est ceux-là même qui ont formé les terroristes. Comment ils peuvent réussir à combattre les terroristes? Donc, Koïta, quand il a fait chuter Ibeka, je dis il a fait chuter, c'est pas lui qui a fait chuter Ibeka. Quand Ibeka est parti, le nouveau qui est venu là, ouais, c'est Koïta qui a fait chuter Ibeka. Donc quand Ibeka a démissionné, ils ont mis toutes les pressions du monde sur Koïta pour dire non, il faut former un gouvernement civil. Il faudrait que les civils prennent la relève. Parce qu'on ne veut pas des militaires au pouvoir. Il a dit, il n'y a pas de souci. Parce que ce que les gens ne savent pas, Koïta avait déjà demandé à Moscou de lui amener 4000 militaires qui vont être présents au Mali pour aider l'armée malienne à combattre les terroristes. Et il avait aussi demandé des matériels militaires et aussi la main d'œuvre de Moscou pour combattre les terroristes. Parce que lui, il veut libérer tout le Mali. Il ne sait pas qu'est-ce que la France fait là-bas depuis début 2010, 2011, 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2021.
la France n'arrive pas à libérer tout le Mali. Donc lui, il a dit, bon, si comme vous ne pouvez pas libérer le Mali là, je vais demander l'aide de Moscou. Et il a signé un contrat avec Moscou. Moscou lui a fait comprendre que, c'est-à-dire la Russie lui a fait comprendre que il faudrait que ce contrat-là soit signé par le président de la transition pour ne pas qu'il y ait des contestations sur le plan international. Tu as pris certes le pouvoir, mais comme tu n'es pas encore reconnu par la communauté internationale, Moscou a accepté ce que Koïta leur a proposé. La Russie a accepté de signer. Mais la Russie a demandé aux militaires que le nouveau président de la transition n'a qu'à valider la signature pour ne pas qu'il y ait une contestation. Là, quand la Russie débarque au Mali, la France ne peut plus convoquer la Russie à l'ONU pour dire non, la Russie viole le droit international et donc c'est inadmissible. Parce que si c'est un président légal qui conduit les rênes de l'État, qui signe et qui demande les Russes de venir dans leur pays, mais la France ne pourra plus trouver d'argument pour dire non, c'est illégal. Donc voici ce que les Russes ont dit. Donc Koïta à son tour, il a dit ok, il n'y a pas de souci. Le nouveau président de la transition, c'est eux qui l'ont choisi. Eux, ils ont dit bon, voici notre feuille de route. Là où tu es là, il faut valider la signature que nous avons faite entre le Mali et Moscou. Afin que les 4000 soldats russes, des instructeurs, ils les appellent des instructeurs, bon, qui sont le groupe Wagner, parce que la Russie ne déplace pas son armée comme ça. Donc la Russie a une armée parallèle, qu'on appelle les Wagner, mais qui dispose de tous les matériels nécessaires pour pouvoir combattre les terroristes. Donc ce général-là, je dis le général, le patron de la junte militaire appelé Koïta, a demandé au nouveau président de la transition de valider la signature. Lui, il a dit ok, il va étudier les dossiers, mais avant les 18 mois là, il va valider ça, afin que la Russie leur envoie les 4000 hommes plus des matériels militaires. Ce nouveau homme fort qui était là avant que le coup d'État ne se passe, la fois passée, il y a eu une réunion entre les présidents africains et Paris. Et quand lui, il est venu en France là-bas, il est parti en France là-bas, il allait tout déballer à Macron. Que voici ce que les militaires ont fait. Les militaires ont signé un contrat avec la Russie et me demandent de valider ce contrat pour que les militaires russes arrivent sur le territoire malien. Macron a piqué une crise. Il dit mais c'est inadmissible. Parce que Macron se voit menacé, la France se voit menacée. Dans son précaré encore, c'est-à-dire les Russes les ont trouvés en Centrafrique. Ils les ont malmenés là-bas. Maintenant au Mali, les Russes encore veulent débarquer. Macron n'a pas accepté ça. Il a piqué une colère noire. Et il lui a donné des instructions fermes. Qu'arrivé là-bas, il faut faire le remaniement du gouvernement. Avant d'organiser les élections, il faut changer le gouvernement. Il faut écarter tous les militaires. Et ensuite, tu les arrêtes. Et les militaires qui militent pour Moscou là, il faut les arrêter eux tous pour les foutre en tôle. Donc quand il est reparti, il a choisi quelques généraux. Parce que dans le coup d'État, il n'y avait pas de général dedans. Donc il a choisi quelques généraux qui sont pro-Paris. Pour les mettre dans son gouvernement. Il a choisi un premier ministre sans consulter même les militaires. Est-ce que vous comprenez? Il n'a même pas consulté les militaires. Et il forme un gouvernement en écartant les militaires. Et il prend quelques généraux pour faire croire aux militaires que non, leurs collègues font partie aussi du gouvernement, du nouveau gouvernement. Mais en réalité, il était là écarter les militaires qui avaient fait le coup d'État contre Ibeka. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Koïta et ses hommes ont vu clair dedans, ils ont vu la menace arriver. Mais il vient de Paris, ça fait même pas encore un mois, il change déjà de stratégie, remaniement du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Il faut parler.
nouveau président de transition. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Tu as dit quoi à Macron? Et puis tu débarques au Mali et puis bon, tu commences à changer tout. Ils refusent de valider la signature qui allait permettre aux soldats russes de débarquer sur le territoire malien. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Donc les militaires ont vu la menace arriver. Parce que s'ils réussissaient à former ce gouvernement et à consolider autour de lui un gouvernement fort, la suite c'était d'arrêter la junte militaire. Tous ceux qui étaient impliqués dans cette histoire de coup d'État, les arrêter un à un pour les mettre en prison. Ils allaient monter Paris allait monter des dossiers pour les accuser et même passer par la CPI pour leur lancer des mandats d'arrêt internationaux. Donc quand ces militaires ont vu le danger arriver, ils ont dit non, on ne peut pas laisser ça. Voilà encore pourquoi ils ont fait le coup d'État dans le coup d'État. Je dis coup d'État dans le coup d'État, pourquoi? Parce que Paris voulait utiliser le nouveau homme fort, c'est-à-dire celui que la junte militaire a mis pour faire la transition. Paris a voulu l'utiliser pour faire le coup d'État contre les militaires. C'est-à-dire, il a fait retourner ce dernier contre les militaires pour qu'il écarte les militaires. Ensuite, pour qu'il attrape les militaires pour les foutre en taule. Et donc, c'était un coup d'État contre les militaires. Mais quand les militaires ont vu clair, parce que les services de renseignement russes ont alerté les militaires pour dire voici ce que votre client là, il allait faire à Paris là-bas. Écartez-le, sinon, si vous ne l'écartez pas, le danger là, bientôt Paris va l'aider à vous arrêter un à un. Fatou Bensouda va s'empresser pour lancer des mandats. Ils vont monter des pièces, tout dossier, non seulement il aura des sanctions contre vous, et ensuite il aura des mandats d'arrêt. Donc le service de renseignement russe a informé les militaires maliens de ce que le président venait de faire à Paris. Quand il allait à Paris, là, l'accord qu'il a signé avec Macron, là, voici ça. Voilà comment les militaires, la junte militaire a repris sa responsabilité pour dire non, 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 on ne peut pas trahir la confiance du peuple. Parce qu'on a fait le coup d'État contre IBK. Le peuple nous a fait confiance. En retour, on met quelqu'un pour faire la transition et organiser des élections. Mais ce dernier-là, apparemment, il n'est pas là pour organiser des élections. Il est là pour écarter toute idéologie qui milite pour la libération totale du Mali. Donc lui, il était là, tout simplement, il regardait son salaire. Paris va l'aider, il va se maintenir au pouvoir, il va toucher des milliards chaque fin du mois, et puis il n'en a rien à foutre. Le Mali est occupé, le Mali n'est pas occupé, le Mali est pillé, le Mali n'est pas pillé. Il n'en a rien à foutre. Pour lui, là, c'est son salaire qui compte. Donc, je supporte la junte militaire qui a bouté cette marionnette hors d'état de nuit. L'heure a sonné pour que chaque militaire africain ouvre ses gros yeux là. Je dis bien, l'heure a sonné pour que les différents militaires africains ouvrent leurs gros yeux. De nos jours là, quand vous voyez que votre président, là où il va, ça ne va pas bien, prenez des responsabilités. Aujourd'hui là, la France, on ne peut plus faire ce qu'elle faisait des années passées. C'est fini ça. Il y a une concurrence en Afrique. Plusieurs pays s'intéressent maintenant aux Africains et le territoire africain. Donc la France, on n'a plus ce pouvoir qu'elle avait dans les années passées là. C'est-à-dire quand tu ne voulais pas te plier sous le joug de la France, on te faisait des chantages, te faisait n'importe quoi. Sans que personne ne branche, c'est fini. La France, on sait qu'elle-même, elle est menacée dans son précarité. D'autres disent non. La France a ses colonies, aucune autre puissance ne peut s'immiscer dans les colonies françaises. Et que c'est un deal international. Réveillez-vous. Centrafrique, là, c'était pas précaré français. Jusqu'à Bokassa, il n'a pas dit, c'est l'autre qui l'avait mis au monde. Bokassa, là, l'empereur Bokassa, il n'a pas dit, il était parisien. Et que son père, il était, je ne sais pas si c'est jusqu'à Destin qui était son père. Jusqu'à sa propre femme, le président français, c'est lui qui pilonnait ça. Parce qu'il le considérait comme son père. C'est cette même France-là qui a fait un coup d'État contre lui. Donc, c'était le précaré français. Est-ce que cela empêchait la Russie de ne pas mettre pied là-bas?
Ils ont mis pied là-bas. Tout dépend de celui qui dirige le pays. Lui qui dirige le pays, il a le plein droit de signer un accord, n'importe quel accord avec n'importe quel État du monde. Même s'il y a des accords anciens entre la France et nos États, mais c'est à nous de prendre des responsabilités pour dire bon, ces accords ne nous arrangent pas, nous on s'en va signer autre accord. Eux-mêmes les Français, ils ne violent pas des accords, ils violent, ils respectent quel accord dans ce monde-là? Est-ce qu'ils respectent le droit international? Ils bafouent tout. Dans ce monde-là, on dit accord, les grandes puissances s'appuient sur des accords pour maintenir les petits pays en voie de développement là, dans leur tanière. Mais eux, ils ne respectent rien. C'est quand les accords internationaux ne les arrangent pas là, ils piétinent ça. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et après, ils trouvent des arguments pour justifier leurs bêtises. Mais nous, les petits pays là, quand ils viennent, non, faut pas violer le droit international. L'ONU est là. Ça crie de partout. Aujourd'hui là, les données ont changé. Les Russes s'intéressent à l'Afrique. La Turquie s'intéresse à l'Afrique. La Chine s'intéresse à l'Afrique. L'Amérique s'intéresse à l'Afrique. La France aussi, elle était là-bas. Donc, elle sait qu'elle n'est plus seule. Il y a une concurrence. Donc, si elle fait ces bêtises-là, un président qui a les couilles, il peut décider d'orienter son pays ailleurs. Et quand il se sent menacé, mais il s'en va prendre des soldats d'un autre pays pour dire, s'il vous plaît, venez me supporter, venez monter ma garde. C'est ce que le président centrafricain il fait. Sa garde rapprochée là. Et ce sont les Russes qui gèrent ça. Est-ce que Paris a l'audace de prendre des avions pour massacrer tout cela? Le fait, c'est que c'est de déclencher un truc. C'est que Paris vient de déclarer la guerre à la Russie. Mais tu envoies des soldats et un autre pays va prendre un avion pour les massacrer. Parce que ce pays n'est pas content. Mais vous pensez que c'est un rêve. C'est impossible, c'est inadmissible. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas les couilles. Ouattara est une marionnette. Sinon, Alassane Ouattara, où il est là, il peut dire, bon, la France m'emmerde. La France m'agace trop. Bon, écoutez, je change mes relations avec la France. J'appelle un autre pays pour venir en Côte d'Ivoire et aider la Côte d'Ivoire sur le plan sécuritaire. Aider la Côte d'Ivoire dans tel domaine. Si la France ne veut pas, mais elle n'a qu'à aller sauter pour caler en l'air. C'est tout. Mais nos dirigeants là, c'est parce qu'ils ont l'argent dans les comptes français. Ils ont l'argent en Europe, ils ont des maisons. Donc s'ils entreprennent ces gens d'action, ils vont bloquer leurs biens. Voilà pourquoi ils n'ont pas le culot. Mais avant d'être président, il faut prévoir tout ça. Il faut savoir que si tu es dirigeant là, et que tes biens sont en Europe, ils vont te faire du chantage. Donc quelqu'un qui est un dirigeant, non seulement ses biens, il n'ouvre pas un compte en Europe. Il ouvre un compte ailleurs, en Asie. Il peut ouvrir un compte en Asie pour mettre ses biens là-bas. Donc, s'il n'a pas de biens en Europe, là, ils vont lui faire quel chantage? C'est quelle sanction? Ils vont mettre sur lui pour dire sanction ciblée, on va... Non. Si ces ministres qui sont autour de lui, ils sont corrompus et puis ils ont leur compte bancaire en Europe, mais ça n'engage que si on les sanctionne, mais ils les chassent du pouvoir, ils disent, mais écoute, fous-moi le camp, il prend quelqu'un qui n'a pas de bien en Europe pour que ce dernier puisse réellement s'engager pour travailler pour son pays. C'est tout. Donc, Ouattara n'a pas les couilles. Les autres dirigeants n'ont pas les couilles. Voilà pourquoi on les manipule. Voilà pourquoi le peuple souffre. Mais ceux qui ont les couilles là, ils décident de quitter dans le giron de la France. Et c'est clair. Paris même le sait. Parce que si les Russes mettent leurs pieds, ce n'est pas la France qui va les chasser. Ce n'est pas aussi les États-Unis qui vont les chasser. Ils vont beau crier, wow, 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 ils ne vont pas pouvoir les chasser. Et puis les terroristes là, ils seront matés. Donc eux-mêmes, ils savent que si la Russie arrive là-bas, là, elle ne vient pas pour caresser les terroristes. S'ils sont armés par la France, elle sera dans l'obligation de les mater. Et donc si Paris n'est pas content, pour dire non, 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 pourquoi vous les combattez? Le monde entier va voir que Paris soutient les terroristes. Donc c'est une épine qui sera sous le pied de Paris. Voilà pourquoi Paris ne veut pas. Voilà pourquoi Paris ne veut pas. Et puis la France crie. Mais je soutiens les Maliens. Je leur demande de se mettre autour de cet homme fort pour chasser la France du Mali.
C'est petit à petit, ça vient. Avant, c'était en Afrique centrale. Ça descend. Ça va arriver en Afrique de l'Ouest. Et là, si Mali est atteint du virus de la libération totale de l'Afrique, la Côte d'Ivoire sera aussi contaminée. Donc, il faudrait que ça c'est-à-dire c'est un grain de riz qui pourrit tous les autres grains. Donc, si le Mali réussit à envoyer une autre force sur le territoire malien, en dehors de la France, pour sa souveraineté et la libération totale du Mali, la Côte d'Ivoire aussi peut aussi le faire. Que Ouattara veuille ou pas, que son parti veuille ou pas, que ses adomoutons veulent ou pas, tôt ou tard, le virus de la Centrafrique, le virus du Mali, ça va atteindre la Côte d'Ivoire. Et si la France perd la Côte d'Ivoire, la France elle-même quittera l'Afrique totalement. Parce que la Côte d'Ivoire est le fief même, et le Tchad. Voici les deux pays sur lesquels la France compte pour mener ces bêtises-là. Pour contrôler l'Afrique centrale, la France a choisi le Tchad. L'Afrique centrale et le Sahara, c'est le Tchad que la France a choisi. Comme ça, depuis le Tchad, elle pilote tout pour piller les richesses du Mali et la zone du Sahara. Maintenant, l'Afrique de l'Ouest et qu'on sort là, c'est la Côte d'Ivoire, la France a choisi. Mais tôt ou tard là, la France, ses champs d'action seront limités. Depuis 2011, où on les a regardés, ils ont bombardé. Le palais présidentiel, c'est inadmissible. Mais tôt ou tard, ils n'ont qu'à bien soutenir Ouattara. Parce que le jour où ils tombent, ils vont perdre la Côte d'Ivoire parce que les yeux des Ivoiriens sont dégâts. On va aller prendre une autre puissance. Et quiconque voudra faire une rébellion, il sera maté. Vous connaissez la Russie, elle ne joue pas avec une histoire de rébellion. Quand elle est sur un territoire, tu veux prendre les armes, elle te mate. Ça va beau aller à l'ONU, elle bloque les résolutions. L'Amérique ne pourra rien faire. La France ne pourra rien faire. Ils vont crier. Donc vous les adomoutons là. Le jour où Ouattara va tomber et que l'opposition va prendre le pouvoir. Si l'opposition envoie la Russie en Côte d'Ivoire pour dire aidez-nous à sécuriser le pays. Et que vous partez prendre des armes pour dire non rébellion. La Russie ne connaît pas l'histoire de rébellion. Hein. Tu prends les armes, elle te considère comme un terroriste. Elle te mate. Allez-y demander les Centrafricains. La Russie ne distingue pas. Non, ce sont des Centrafricains, ils ne sont pas nombreux. Au moment où ils ont pris des armes contre le gouvernement qui est en place, la Russie les considère comme des terroristes et elle les mate jusqu'au dernier retranchement. Allez-y demander aux Centrafricains, ils savent. Voilà pourquoi la France a peur. Vous voyez les mercenaires français qui sont au Mali, là, qui sont de connivence avec des terroristes, si la Russie vient là-bas, là, elle ne va pas distinguer. Quiconque est parmi les terroristes est considéré comme un terroriste, qu'il soit malien ou étranger, la Russie va les mater. La France est consciente. Allez-y demander les Syriens, que tu sois syrien ou étranger, dès lors que tu te poses à Bachar al-Assad, tu vas te retrouver entre les deux fesses de Poutine. Lui, il ne joue pas. Il ne veut même pas attendre parler de rebelles. Il veut modéré, pas modéré, il considère tout le monde comme même chose. Allez-y, c'est-à-dire, priez Dieu. Ouattara a toujours resté au pouvoir. Mais le jour il tombe, et que l'opposition vient et envoie l'aide de la Russie en Côte d'Ivoire, la France va vouloir faire coup d'État, ou elle va vouloir faire rébellion. C'est ce qu'elle sait faire. Mais le jour où vous allez vouloir prendre des armes pour combattre, c'est ce jour-là vous allez sentir les vraies bombes sur vos têtes. Et vous serez matés comme il se doit. Et puis ça n'ira nulle part. La France ne pourra pas intervenir pour dire non, crime contre l'humanité. Toutes les résolutions de l'ONU seront bloquées là-bas. Ça va se limiter à l'ONU. Ça ne va pas venir en Côte d'Ivoire. La France ne pourra pas piquer. Elle va piquer, coller. On va se réunir. Les Européens vont se réunir. Ça n'ira nulle part. Ces rebelles seront matés comme il se doit. Ils seront copieusement matés. Il faudrait que ça soit clair. Donc voici c'est ce qui est la vérité. Donc accrochez-vous aux testicules d'Alassane Ouattara pour le moment. Il faudrait que ça soit clair. Mais le jour où il tombe, on va amener la Russie, on va chasser la France. On dit Chinois, venez investir. Russie, et la Chine sera le portefeuille de la Côte d'Ivoire. Elle va investir. Et la Russie va épauler l'armée ivoirienne. On dit formez-nous militairement. Vendez-nous des trucs, des Mistral. Hein?
Vendez-nous des navires de guerre, que ce soit les batteries anti-aériennes. Vendez-nous tout ce qui est armes lourdes. On n'a plus de limites. On veut seulement transférer nous la technologie de l'armement. Nous-mêmes, on va fabriquer nos propres armes. Et ça sera comme ça. Et la Côte d'Ivoire sera une nation armée jusqu'aux dents. Aucun rebelle ne va bouger. Quiconque dit les rebelles, en même temps, il est maté. C'est-à-dire, ce n'est plus l'armée ivoirienne qui va... On dit Russie. Ce sont des terroristes. Matez-les. Elle va vous mater jusqu'à vous pousser jusqu'au Burkina. Mais il faudrait que... Gbagbo était ignorant. Si ses yeux étaient dégâts, au moment où la rébellion commençait au nord, s'il avait fait venir les soldats russes là, et il s'en foutait, hein. La France va dire non, zone séparée entre rebelles et l'armée nationale. Eux, ils s'en foutent. Zone séparée ou pas, ils matent tout le monde. Ils matent. Ils matent. La France, les yeux de la France vont être rouges. 43 Bima ne peut pas piquer. Ils vont faire quoi? Ils vont intervenir pour aller où? On dit les Russes sont sur terrain. France va faire quoi? Allez-y demander les Français en Afrique centrale. Ils sont là-bas, les chars de guerre et tout. Mais ils ne peuvent pas brocher. Ils sont énervés. Ils piquent à une crise. Poutine dit matez-moi ces rebelles. Jusqu'à il est poussé dans les forêts, mes frères. Ils sont pourchassés. Bozizé, qui est même la marionnette de la Russie, dit il faut te rendre. Ils s'en foutent. Opposants, ça trafiquait ou pas? À quand je leur ai dit que c'est un terroriste? Eux là, dans leur gamme, là, ils ont one gamme. Pour eux, ce que le président de la République leur a dit, il dit c'est un terroriste. C'est lui qui est derrière les terroristes. Donc eux là, c'est one gamme. Pour eux, Bozizé est terroriste. Il faut l'éliminer. Bozizé, allez là, il court dans les forêts, il se cache maintenant. Allez-y demander, Paris ne peut plus le protéger. Sur le territoire, son propre pays, Paris n'arrive plus à le protéger. Lui-même, il est obligé de se cacher dans des trous pour dormir. La Russie dit, il faut te rendre, sinon on va te laguer une bombe. Ils sont là les traquer. Donc autant de Gbagbo là, je dis autant de Gbagbo là, si Gbagbo avait fait venir l'armée russe, et que Gbagbo disait Alassane Ouattara qui est le rebelle, mais pour eux c'est fini. Il ne faut plus voir Ouattara comme un politicien. Il dit c'est un terroriste. Mais vous connaissez mal les Russes, hein? Eux, ils ne sont pas dans la mentalité occidentale. Non, c'est un politicien. Ils sont pas... Voilà pourquoi ils ne s'attendent pas. Les Russes, ils ont trop souffert des rebelles. Ils ont trop souffert des terroristes. Donc, quand tu les envoies dans ton pays, et puis ils sont là-bas, eux, ils dépendent de leur État. Et celui qui les envoie, c'est tout. Les deux... Ceux qui écoutent là, c'est celui qui les envoie depuis leur pays là. C'est-à-dire le gouvernement russe. Ils sont toujours en communication avec le gouvernement russe. Et puis ils sont en communication avec le président qui les a envoyés. Tout le reste là, il suffit que le président leur dise, lui là, c'est lui le patron des terroristes. C'est fini. Il dit faites le boulot. La France va beau crier, ils commettent des crimes contre l'humanité. Personne ne va les arrêter pour les amener à ces pays. Eux là, ils matent. Poutine est derrière eux. Gbagbo était trop ignorant. Si c'est Gbagbo, on dit non, ils sont retranchés. Les Russes sont sur terrain. On dit Ouattara est retranché à l'hôtel du Golfe. Il est surveillé par des Gbagbo, là, qui dit c'est un rebelle. C'est lui qui... Ils vont aller l'attraper à l'hôtel du Golfe là-bas. S'il ne veut pas sortir, c'est bombe qui va... Ils vont détruire l'hôtel. Poutine, c'est MiG. C'est sous quoi ils vont passer. Tout l'hôtel va s'écrouler. Est-ce que vous comprenez? Allez-y demander la France, allez-y demander Bozizé en Afrique, en Centrafrique. Lui-même, il sait. Il veut discuter. La Russie a dit à Faustin, il ne discute pas avec le rebelle. Un rebelle, il se mate. On tue un rebelle.
La France dit non, la discussion. La Russie dit non, n'y était. Pas de discussion. La Russie dit non, on a trop discuté avec eux. À Khartoum, c'est-à-dire au Soudan. Ils n'ont pas voulu attendre. Ils ont voulu prendre les armes. Donc allons-y sur le plan des armes. C'est ce qu'ils savent manipuler. Donc ils disent, bon, allons. C'est comme au temps de Gbagbo. Il a négocié les rebelles et puis les rebelles ne voulaient pas déposer les armes. Ils ont repris les armes. Si c'est les Russes qui étaient derrière Gbagbo, les soldats russes sont sur terrain. Ils vont prendre les armes. Ils vont dire non, négocier. Il va dire non. C'est même la Russie qui a dit non. Il n'y a plus de négociation. On a voulu négocier avec eux. Ils n'ont pas voulu déposer les armes. Le temps des négociations est terminé. C'est le temps des armes. On va libérer le pays avec les armes. Vous allez voir. Ouattara lui-même, il allait fuir la Côte d'Ivoire. Parce que partout où il allait se cacher, il allait être considéré aux yeux des Russes comme un criminel, un terroriste à éliminer. Et puis ils allaient le tuer et puis ça ne va nulle part. Qui va condamner Poutine? Il va dire, Conseil de sécurité, ils vont mettre leur veto bas. L'Europe va se... L'Amérique, ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Donc, je demande aux Maliens de tenir bon. Tenez bon. Ou bien c'est sur l'argent, ils vont vous menacer. Si vous menacez, demandez aux Russes que vous voulez une monnaie commune entre l'argent des Russes et l'argent des Maliens. Vous allez inféoder votre monnaie. Comme ça, vous allez utiliser le rouble au Mali. Mais c'est ça. Donc, une fois que c'est utilisé, là, Paris perd tout. Paris perd tout, toute son influence. Donc, ils ont intérêt de bien réagir. Et quiconque veut être chef rebelle, qui serait opposant, il suffit que lui qui a envoyé les Russes, il dise non, lui là c'est un terroriste, c'est fini. C'est ce que Bachar a fait. Tous ceux qui représentaient les rebelles pour dire non, on va négocier. Bachar dit ce sont des terroristes. Les Occidentaux disent non, ce sont des modérés. Il ne faut pas les tuer. Poutine dit matez-moi ça là. Il ne s'attendait plus. Si cette histoire de truc d'opposants, Poutine dit il n'y a pas d'opposition. Tous ceux qui se présentent comme opposants, ce sont des terroristes. Matez-les. L'armée russe a débarqué. Elle bombarde partout, elle bombarde. Les Occidentaux, non, ne les touchez pas. Ce sont des opposants. Dit matez-moi ça. Opposant ou pas, matez ça. Quiconque s'oppose à Bachar est considéré comme un criminel. Aux yeux des Russes. Voilà leur gamme. Ils sont comme ça. Ils ont one gamme. Ce que tu leur dis, c'est ce qu'ils font. Et puis ils ont la force de frappe. Ils craignent rien, prison ou quoi. Qui va les arrêter? Tu vas aller les arrêter, tu vas passer par où? Mais quittez dans ça. On vous regarde seulement. C'est le moustique qui a piqué les Maliens là. Ça va bientôt piquer les Ivoiriens. L'armée ivoirienne, c'est à elle de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, la militaire peut devenir... Ne vous laissez pas influencer. Vous, les militaires ivoiriens, vous pouvez faire coup d'État si vous voulez. Ça n'ira nulle part. La France va beau sauter, ça ne va pas aller quelque part. Si elle saute trop là, vous demandez à l'ambassadeur russe de dépêcher immédiatement un groupe de Wagner pour venir vous protéger parce que vous vous sentez menacé. Et c'est tout, ils vont débarquer, la France va se calmer. Si vous faites un coup d'État contre Draman et que la France vous menace trop, vous appelez les Russes, venez. Parce qu'on est pris en sécurité, la France veut nous tuer avec des snipers. Eux-mêmes là, ils vont venir là-bas avec leurs propres snipers, avec leurs propres conseillers. Ils vont être autour de vous. Quand la France va voir ça, la France ne va plus vous attaquer. Elle va passer par où pour vous arrêter, pour dire prison. Ça n'ira nulle part. Et petit à petit, vous signez des vrais accords de défense et de sécurité entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Et puis ils débattent maintenant là-bas. Ils ne jouent pas avec eux. Voilà pourquoi il appelle dictateur. Ils savent. Ils ne leur font pas le cadeau. Tu es en accord avec Poutine. Et puis, un gars qui a dit, on fait révolution, on prend les armes. Ah bon? Tu vas prendre les armes, mon frère. Il faut dire adieu en même temps. Parce que l'armée russe, on ne va pas... Oh mais Gbagbo a trop rigolé. Gbagbo a trop rigolé. Les rebelles de Ouattara, s'il y avait un accord il y a longtemps, il suffisait qu'ils disent que ce sont des terroristes. C'est fini. La Russie va dire, laissez-nous, on fait le travail. La France allait beau crier. Eux-mêmes, ils allaient fuir, pieds nus.
pour aller au Burkina, pour se retourner là où ils sont quittés. Parce qu'ils allaient être matés jusqu'à leur dernier retranchement. Ils allaient boire, périr. La France vient nous aider. Donne-nous temps. La France va dire, ah, où c'est arrivé là, ça dépasse mon entendement. Attendez, on va négocier. Et puis la Russie n'allait pas trahir. Parce que il va de sa crédibilité aux yeux des Africains. Donc elle ne passe pas derrière le dos pour dire non, on va signer des accords pour niquer ou bien narguer les Africains. C'est pas comme ça elle fonctionne. Elle, tu l'appelles, elle est avec toi. Elle te trahit pas. Que le monde entier soit contre toi, eux là, ils ne vont pas te laisser tomber. Eux là, ils ne vont pas te laisser tomber. Qui peut, allez-y demander à la France. Fosquet Archange là, s'il n'y avait pas les Russes avec lui il y a longtemps, il aurait déjà assassiné. Allez-y demander à l'autre, Idriss Déby, il est déjà mort. Lui-même, il a été mou. Il n'a pas vu le danger arriver. Les militaires canadiens et la France ont comploté. Or, pourtant, les Russes étaient dans son nez. Au lieu de les appeler pour dire, ah, ma sécurité est menacée et tout, il les a laissés. Voilà un sniper qui a mis des balles sur lui, c'est fini. Et la France, on se joue les hypocrites pour aller assister à ses funérailles et tout. Macron, c'est eux qui ont fait le coup, c'est tout. Mais tu ne peux pas tenir un discours contre la France pour dire je veux mon indépendance. Ils te voient comme quelqu'un qui les menace. Et en même temps, tu ne prends pas la disposition pour te protéger contre cette menace française. C'est ça qui a été son erreur. À quand je peux s'arrêter n'importe où et tenir des discours contre Macron. Même insulter Macron, ça ne va pas aller quelque part. Il demeure président. Macron va, s'il veut, il n'a qu'à sauter, descendre. Il ne peut rien faire. C'est clair, il ne peut rien faire. Ah, vous pensez que c'est une petite affaire? Biélorussie, là, vous voyez, ils sont contre Loukachenko. Ils ont tout fait. Sanctions, c'est Poutine. Poutine dit je te soutiens. Et lui, il ne parle pas beaucoup. Il vient, il parle, il dit, allez-y, dis au président que non, je le soutiens. C'est tout, ça veut tout dire. Il ne parle pas trop pour dire non, si vous l'attaquez là, vous allez sentir la Russie. Il vient tout simplement, il dit, dites-lui que non, il a mon soutien. Quand il dit ça là, ça veut dire, il ne va plus le lâcher. Ça veut dire, quel que soit ce qui la Russie va être... Allez-y, demandez à Nicolas Maduro. Quand les Européens, les Américains ont choisi l'opposant, Juan Guaido, pour dire c'est lui maintenant qui est le président légitime du Venezuela, les Américains ont dit non, ils vont intervenir. Trump, c'était l'homme le plus dur. Tout le monde le sait. La Russie n'a pas parlé beaucoup. Poutine est sorti, il dit allez-y, dis à Maduro que je le soutiens. Qu'il a le soutien de la Russie. C'est fini. Il ne menace pas beaucoup. Il dit, ah, si vous attaquez le Venezuela, vraiment, la guerre va infecter la sous-région. Ça va s'étendre sur la sous-région. Donc, faites attention. C'est une manière de dire, si vous les attaquez là, la Russie sera obligée de les aider. Et ça va aller au-delà. D'où viennent les attaques là? Ça sera aussi frappé. Donc, ce ne sont pas les Vénézuéliens seuls qui vont mourir, mais ceux qui ont organisé ces attaques dans les bases militaires où ces attaques ont été organisées, ça sera aussi frappé. Ce sont des codes. Mais l'Amérique a tout fait, l'Europe a tout. Est-ce qu'ils sont partis là-bas? Ils ont pris leur avion, ce qu'ils ont fait en Libye, ils ne sont pas partis. Il y a des terrains là où on ne joue pas. Et puis il y a des terrains où on danse. Est-ce que vous comprenez? La Chine a soutenu le Venezuela financièrement. La Russie a soutenu le Venezuela militairement. Est-ce que les Européens, ils aiment un truc comme Maduro, ils ne l'aiment pas? Pour eux, là, il n'a qu'à mourir. Mais le problème, ils ne peuvent pas intervenir militairement parce qu'ils savent que derrière Maduro se trouve Poutine qui est là-bas. Il a envoyé ses conseillers, ses Wagner, là, ils sont déjà au Venezuela. C'est eux qui forment l'armée vénézuélienne. Ils sont là-bas. Poutine leur a dit, ah, j'ai mes hommes sur le terrain. Si vous intervenez et que j'apprends que l'un de mes militaires est mort par une frappe occidentale, ça obligera la Russie à répondre. C'est tout. Ça veut tout dire. Les Occidentaux, ils ne savent pas dans quelle base militaire se trouvent les conseillers militaires russes.
Donc, en partant là-bas pour frapper le Venezuela, s'il y a des morts hein, au sein des soldats russes qui sont au Venezuela pour apporter une aide au Venezuela, la Russie qui les a envoyés là-bas sera dans l'obligation de défendre l'honneur et ces ressortissants russes qui sont ailleurs, qui sont massacrés par l'Occident. Donc, quand c'est comme ça, l'Occident voit un danger. C'est ce qui se passe en Ukraine. Vous ne voyez pas? Où l'Occident dit non, il faut libérer les deux républiques, Donetsk et puis Lugansk. Il faut libérer. Ils parlent. Oh, l'Amérique a le soutien du gouvernement ukrainien. L'Europe a le soutien. Il faut libérer. Ils parlent, mais ils ne peuvent pas attaquer. Ils parlent jusqu'à... Mais la Russie a dit, ah, faites attention. Quand il y a des citoyens russes dans l'enclave, dans les deux enclaves là. Donc, si vous attaquez et que les citoyens russes sont atteints, ou bien si les citoyens russes sont attaqués ou massacrés, la Russie sera dans l'obligation d'intervenir militairement pour défendre ses citoyens. C'est clair. Donc, le message est passé. Donc, ils soutiennent, mais ils ne peuvent pas attaquer. Ça veut dire quoi? Vous attaquez, il y a des citoyens russes qui vivent là-bas. Même si vous êtes en désaccord avec eux, ceux qui vivent là-bas, là, parmi eux, là, il y a des Russes. Donc, si vous les attaquez, ce qui veut dire que les Russes vont mourir. Donc, la Russie sera dans l'obligation d'intervenir pour protéger ses ressortissants. Donc, l'Occident, l'Amérique vont beau parler, ils ne vont pas attaquer. Ils vont beau parler là. Ça reste sur parole. Mais attaque là, ils connaissent. Et s'ils attaquent là, la guerre va déborder. Ah, l'Occident est derrière le gouvernement. Le gouvernement attaque deux républiques où se trouvent des Russes. Mais eux aussi, ils vont intervenir. Donc, ça devient une guerre entre l'Occident et la Russie. Ça va déborder, ça devient guerre mondiale. Non, ils font leur folie là, mais ils sont intelligents. Il ne faut pas n'importe quoi. Ils savent que ça, c'est une ligne rouge. Ils vont tout simplement ce qu'ils vont. On sanctionne, on sanctionne, on sanctionne. Mais militairement, ils ne vont pas aller là-bas. Ils ne vont pas aller là-bas pour commettre une erreur. Parce qu'aux yeux du monde entier et aux yeux du peuple russe, si l'Occident attaque dans le but de libérer ces deux républiques, sans que la Russie ne bronche, mais c'est une humiliation mondiale pour la Russie. Aucun pays ne fera encore confiance à la Russie. Donc la Russie sera dans l'obligation d'intervenir. Ce qui fera une confrontation entre Occident et Russie. Et ça va devenir des lance-missiles, des trucs, ça va se transformer en une guerre mondiale. Parce que c'est une question maintenant de puissance. Qui est fort? Qui peut frapper? Qui peut faire du mal à son ami? Et ça devient grave. Une guerre incontrôlée qui envahit partout. Et ça va atterrir sur le territoire africain. Puisque les Français, les Américains, les Russes, tout le monde est présent là-bas. Donc, la guerre, non seulement ça va se passer en Europe, mais ça va aussi arriver en Afrique. Donc, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Donc, voici, c'est ce qui est clair. En Russie, là, pourquoi ils n'attaquent pas Bachar pour le tuer? Pourquoi? Est-ce qu'ils aiment la tête de Bachar? Ça n'a qu'à être un président africain qui n'a aucun soutien. Il y a longtemps, ils l'ont bombardé. Pourquoi l'Amérique est là, les Donald Trump, les Obama qui étaient les gens durs, les Donald Trump qui étaient les durs, Biden même il est là, il est sur le terrain, il est radical. Mais il ne peut pas attaquer Bachar pour dire non, on ne t'aime pas, on te bombarde, non. Ils ne peuvent pas aller directement le tuer parce qu'il est protégé. Israël intervient de temps en temps. Quand elle intervient, dit non, c'est pour neutraliser les missiles iraniens et tout. Il y a un contrat entre Israël et la Russie qui les laisse rentrer sur le territoire syrien pour bombarder de temps en temps. Mais ils leur font comprendre que vous bombardez, mais ne franchissez pas la ligne rouge. La ligne rouge, c'est de vouloir aller attaquer le palais de Bachar. Le jour où vous faites ça, vous allez sentir les Russes. Donc, est-ce que c'est clair? Ils disent oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, vous pouvez intervenir pour taper sur l'Iran de temps en temps, mais la ligne rouge, c'est de ne pas vous tromper pour dire vous allez attaquer Bachar directement dans son palais. Non. Non. L'accord est clair. Ils peuvent intervenir de temps en temps sans que la Russie ne leur dise quoi que ce soit. Mais le jour où ils vont franchir la ligne rouge pour dire c'est Bachar, ça va taper, ça veut dire
C'est la Russie même qui est menacée. Parce que s'il y a une marionnette qui vient, la Russie sera obligée de quitter la Syrie. Elle ne va pas accepter ça. Donc, la leçon est claire dans les oreilles des Israéliens. Ils attaquent. Et avant d'attaquer, là, ils avertissent les Russes. Pour dire, on va frapper dans tel endroit. Donc, est-ce que les conseillers militaires russes sont là-bas? S'ils sont là-bas, dites-leur de quitter parce qu'on va attaquer. Ils ne viennent pas, ils n'attaquent pas comme ça sans prévenir les Russes. Non. Parce que n'importe quel avion qui attaque la Syrie, les Russes, on les voit. Leur radar, là, ça filme les avions israéliens. Ils savent. Mais comme il y a un accord entre eux, ils les laissent faire. Mais avant de frapper, ils doivent les avertir. Pour dire non, on veut attaquer. On veut attaquer. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. L'Amérique ne peut pas aller attaquer Bachar directement. Non, la Russie va répondre. La France ne peut pas oser. Voici, c'est ce qui est clair. Donc, vous comprenez, le monde a changé. Ce n'est pas le monde d'avant où la France se permettait de faire n'importe quoi et tout. Donc, j'en ai fini. Je vous remercie infiniment. C'était l'incontournable bien compris. Ciao.